nous avons revu le pire. Nous avons revu le pire qu'on n'imaginait pas un jour revoir. D'ailleurs, qu'on n'avait jamais vu dans les temps contemporains à ce degré. C'est le retour de la faim. Ce qui nous a saisi brutalement, c'est le fait que nous avons vu des personnes avoir faim, des personnes dans la rue avoir faim, des personnes que nous ne connaissions pas venir vers nous en disant « j'ai faim et mes enfants ont faim ». Ça pose beaucoup de questions précisément sur la manière dont nous organisons notre solidarité. Les personnes invisibles sont devenues visibles. Alors les personnes invisibles, pour nous, c'était souvent les personnes du premier accueil. Les personnes de ce qu'on appelle, d'un terme générique et très anonyme en réalité, ce sont les fonctions support. Par exemple, celles et ceux qui font la cuisine, qui apportent les repas, qui les distribuent, qui en réalité sont l'ossature de nos centres. Et ces personnes, brusquement, sont apparues au premier plan pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des personnes sans lesquelles rien non seulement ne pourrait fonctionner, mais sans lesquelles également la mission d'accompagnement social ne pourrait pas se réaliser. Et les personnes que nous avons accueillies, elles-mêmes sont devenues solidaires de ceux qui étaient ainsi directement aux avant-postes de la solidarité. Les personnes se sont mobilisées, elles se sont, entre guillemets, autonomisées, elles ont pris des initiatives et elles se sont mises à aider ces personnes qu'elles côtoyaient tous les jours, mais avec lesquelles elles avaient des relations amicales, mais elles ne les aidaient pas finalement dans leurs fonctions. Là, voyant qu'elles étaient en difficulté, elles ont réagi, elles sont intervenues, elles se sont mobilisées à leur côté. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui évidemment fait réfléchir sur la suite, sur la manière d'accompagner, sur la manière d'aider chacun précisément à retrouver cette dimension d'autonomie. L'ombre portée de la crise économique, c'est une ombre portée qu'on va voir très vite apparaître. Le début de ce que nous avons vécu à l'automne, à l'été, va se prolonger évidemment de façon extrêmement forte à l'automne. C'est qu'il faut revenir à des dispositifs de protection collective. Ce à quoi nous avons assisté dans la période récente, à un moment où la croissance semblait revenir, ça a été à une forme de démantèlement de systèmes de protection collective, au profit de systèmes d'aide individuelle, qui étaient au fond une forme de défausse. La société se défaussait finalement sur chacun de la possibilité pour lui de s'insérer dans la vie, de retrouver une activité, de retrouver un logement. Bien sûr, il était aidé à titre individuel, mais il n'y avait plus de dispositif de soutien collectif. Il commençait à être démantelé, on l'a vu sur les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, on l'a vu sur les emplois aidés, on l'a vu sur aussi des formes d'aide à l'accès à l'emploi. Et toute la crise, telle qu'on l'a déjà vécue, telle que surtout on va la vivre dans ses conséquences sociales, amène à la nécessité d'un réinvestissement dans ces dispositifs de protection collective. C'est une question extrêmement difficile. Le fait que on dépense beaucoup n'est pas une garantie de l'efficacité ni de l'efficience de la dépense. Bien au contraire. On est dans une société schizophrène qui n'investit pas sur la prévention,
ou investis très insuffisamment, qu'il s'agisse bien évidemment de la prévention dans le domaine sanitaire, qui représente une part extrêmement modeste des dépenses de santé dans notre pays, qu'il s'agisse des actions en matière de prévention sociale. Et de ce point de vue-là, on a une espèce de réaction quand une situation devient d'une acuité telle que les pouvoirs publics ne peuvent plus renoncer à agir, qui se traduit par une dépense qui à ce moment-là n'est plus comptée. L'épidémie de Covid a été là aussi un révélateur de tous ces cloisonnements, dont on éprouvait la difficulté évidemment bien avant, dans des jeux de renvoi, de responsabilité, d'absence de décision. Je décide si telle autre collectivité accepte de, ou je ne décide pas parce que c'est pas ma compétence. On l'a vu. De ce point de vue-là, ce que vous disiez sur les masques est très juste. On l'a vécu là aussi de manière extrêmement directe, notamment sur des centres d'hébergement qui étaient des centres d'hébergement pour personnes à la rue, qui ont vécu en réalité toute leur existence à la rue et qui arrivent dans nos centres déjà très âgés. On a des centres d'hébergement avec des personnes de plus de 80 ans, évidemment fragiles. Nous n'avons eu de masques que lorsque nous avons réussi à convaincre nos interlocuteurs qu'en réalité, nous gérions des sortes d'EHPAD invisibles. Et parce que nous avons argumenté sur l'âge de nos résidents, sur la fragilité de leur état de santé, à ce moment-là, nous avons reçu une pincée de masques. Mais c'était évidemment des jeux de renvoi absolument dramatiques. L'épidémie de Covid a été une période un peu d'accalmie dans ces conflits incessants de compétences, devant une situation à ce point dramatique. Chacun a cherché à faire au mieux et à régler les problèmes. La question, c'est de savoir comment faire en sorte que ça dure. Il y a sans doute une réflexion à avoir sur le bon niveau d'intervention. Et ça n'est pas simple pour la raison que vous disiez, c'est que l'État dans notre pays est garant de l'égalité des citoyens et du fait qu'un même service soit rendu à chacun. On sait qu'il y a loin de ce principe, de cette pétition de principe à la réalité. Ça amène à se dire que plus on agit proche du terrain, mieux on prendra en compte ces situations. Mais il faut une sorte de ressort de rappel, un cadre d'intervention qui permette au fond de savoir quels sont les objectifs. Un vrai dispositif d'évaluation externe. Ce qui manque beaucoup dans les politiques sociales, c'est la capacité à avoir des évaluations de ce qu'on fait. Des évaluations non pas à chaud, parce que ça n'a pas de sens, c'est bien d'avoir un retour d'expérience, mais ça n'est pas ça qui suffit. Il faut avoir une évaluation pensée, construite, contractualisée, à partir d'objectifs qu'on s'est fixés en commun. Et accepter de mettre de l'argent là-dessus. L'évaluation, elle doit être consubstantielle à l'action. Elle doit être pensée avec le projet et avec l'action. Et si on veut aller vers une décentralisation beaucoup plus poussée, qui paraît absolument nécessaire, il faut qu'on ait ces formes d'évaluation, non pas de façon trop lourde, mais elles ont besoin d'être extérieures pour objectiver un constat et mettre chacun précisément devant l'exercice de ses responsabilités. Il y a une réponse qui a cherché à être apportée, partiellement au moins, à cette problématique qui est ancienne en effet, c'est la création des agences régionales de santé.
avec l'idée que précisément par rapport aux anciennes agences régionales d'hospitalisation, on allait créer une espèce de continuum de prise en charge en dotant les ARS à la fois de compétences en matière hospitalière, en matière de soins de ville, en matière de soins de suite, en matière de médico-social, avec cette difficulté d'une interface mal réglée avec les compétences départementales, qui fait qu'il reste malgré tout des césures qui sont extrêmement importantes. La difficulté des ARS, on l'a bien vu, c'est que dans le projet initial, on voulait faire des ARS des gazelles, c'est-à-dire ayant une capacité de réactivité, d'agilité, d'inventivité, une espèce de capacité d'ingénierie de projet. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les ARS étaient des mammouths entravés, confrontés à des injonctions paradoxales de la part des administrations centrales, n'ayant pas de véritable autonomie et n'ayant pas non plus cette forme de culture de l'urgence, qui est une culture qui est partagée en réalité par le monde sanitaire et qui est partagée par le monde social. Suppose une espèce de révolution copernicienne pour les administrations de l'État, mais également pour les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales elles-mêmes sont clivées. Il n'y aurait pas d'un côté un État cloisonné et d'un autre côté une sorte d'union sacrée des collectivités territoriales. Elles ont toutes un positionnement, elles ont toutes des intérêts particuliers, elles peuvent toutes être aussi bloquantes dans leurs relations que dans les relations que les administrations de l'État ont entre elles. Donc il y a vraiment besoin de retrouver ce collectif. Encore une fois, c'est vraiment une révolution copernicienne. Le point central, c'est faire confiance aux acteurs, reconnaître aux acteurs une capacité d'auto-organisation. Et donc, bien sûr, il faut des dispositifs de régulation, mais il faut revenir sur des formes d'encadrement excessif. Au fond, on est dans un monde extraordinairement réglementé. Quand on est confronté à une crise, on l'a vu, ça fonctionne parce qu'il y a des acteurs qui sont complètement engagés, qui sont complètement impliqués, et parce que ce sont des acteurs qui, dans un certain nombre de cas, ça n'a pas été le cas toujours, et ça a été une des grandes difficultés de la situation, mais ça fonctionne quand les acteurs sont, je reprends l'expression, intelligemment transgressifs. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité à assumer leurs responsabilités, à se mettre en risque, à dire telle réglementation, elle est inapplicable et je ne l'appliquerai pas, voire telle injonction, je considère que ça ne peut pas fonctionner. Donc faire confiance aux acteurs de terrain, leur donner cette marge et cette capacité d'initiative, c'est se rappeler fondamentalement que toutes les politiques sociales ont pour objet des personnes. Ce ne sont pas des institutions, ce ne sont pas des administrations, ce ne sont pas des opérateurs. Le terme d'opérateur est un terme absolument dramatique. On s'intéresse à des personnes, à des individus, à des vies personnelles. Ça, c'est la force des associations. C'est ce qu'elles doivent en permanence rappeler, c'est leur fondement. Une association, ça veut dire aussi que les associations, elles ne doivent pas se mettre à la cape dans leur capacité à proposer. C'est pas parce que les temps sont durs qu'il faut arrêter d'imaginer, d'innover, de proposer. Et au fond, le rôle des associations aujourd'hui, c'est d'être porteuses plus que jamais de ces utopies concrètes.